zone a été bâtie avec un écran géant, avec des petits stands. Et donc au centre de ce stade du Vauchel, eh bien vous voyez ce terrain de beach handball qui a été constitué, qui a été construit avec des tribunes autour. On espère qu'elles vont être garnies lorsque la météo va être un petit peu plus clémente. En attendant, on a eu deux belles oppositions ce matin avec les équipes All-Star qui ont été constituées par l'IHF. Hein. Si vous nous rejoignez, on va vous faire un petit topo un petit peu de ces 3 jours de showcase, de ces 3 jours de démonstration de beach handball où nous aurons les équipes de France filles et garçons avec 3 équipes All-Star filles et 3 équipes All-Star garçons. Et donc on va voir toutes ces équipes qui vont s'affronter tout au long de ces 3 jours. Et on a très clairement tout ce qui se fait de mieux sur la planète beach handball. Place en ce début d'après-midi avec place au match entre l'équipe de France féminine dirigée par Marion Limal qui sera donc avec à ses côtés, on le voit en bas de l'écran là, avec Paul Moriou, le coach de l'équipe de France garçon. Ça a la particularité, hein, juste après on aura les garçons avec Paul qui coachera face à l'équipe Draco et donc Marion qui sera son adjointe. Et donc là on aura droit à cette opposition entre l'équipe de France féminine et la team Lyra où on aura prendra le temps de détailler. Il y a des joueuses qui font partie des meilleures, hein, avec une espagnole, Asuncion Batista, que l'on voit ici avec le ballon et, euh, et d'autres joueuses vraiment spécialistes dans la discipline à mes côtés, hein, comme ça avait pu être le cas ce matin, comme ça avait pu être le cas si vous avez suivi à Châteauroux lors de la Coupe de France de beach handball. Et bien les spécialistes vont se succéder à mes côtés. Donc j'ai eu le privilège d'avoir Marion Animal ce matin et Paul Mouriou. Et là, il est juste à mes côtés. Il est en train de récupérer la feuille de match. Éric Quintin, le responsable des équipes de France de beach handball. Ancien international français évidemment, Elie Gauche que vous connaissez tous, un des pionniers, un des barjots. Voilà, il a fait consciencieusement son travail, Éric Quintin, avec la feuille de match. Voilà les noms. Il peut garder. Moi j'ai là ici, il a ses petites notes. Il ne me reste plus qu'à le saluer. Salut Eric, ça va? Ça va très bien, merci Anthony. Voilà, on est avec Eric et eh bien, déjà, je vais recueillir un petit peu son sentiment non pas déjà des matchs de la matinée, mais tout simplement d'avoir ce tel événement. Parce que tu as été l'un des pionniers à faire monter ce beach handball, à faire auprès de Philippe Banal, président de la fédération, lui dire, ouais, là, ça, c'est un sport, on tient quelque chose. Et bien, de se dire que là, on a la crème du beach handball, filles comme garçons, et de les faire se confronter à nos équipes de France, ça c'est quand même une sacrée organisation. C'est une sacrée chance, exactement, parce qu'on est d'abord sur le pas de porte de la maison du handball, qui vient également de nous mettre à disposition une nouvelle halle de beach. Donc on voit bien la progression du beach en France. C'est surtout une immense chance. Ça me fait penser un peu quand moi je suis arrivé dans le handball dans les années 80, quand on regardait avec des grands yeux les Yougos, les Russes, les Scandinaves, les Espagnols, enfin tous ceux qui dominaient largement. On regardait avec beaucoup d'admiration et aussi en se demandant comment on pourrait faire pour se rapprocher d'eux. On se demandait même si c'était possible. Et là, c'est vraiment une chance inouïe pour nos jeunes filles, nos jeunes garçons, quoi, nos petites sœurs, nos petits frères, de pouvoir se confronter seulement pour le plaisir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre enjeu que d'apprendre et de se faire plaisir. C'est pas aussi simple, hein, parce qu'en face, il n'y a que du bon. Hein. Donc à tous les postes, que ce soit en défense, dans la cage, en attaque. Donc ça oblige à monter son niveau de jeu, mais dans un environnement qui est tout simplement sympa, olympique. Enfin, il n'y a que du bonheur. Et je pense que ça se voit un petit peu dans le visage de nos petits. Oui, oui, parce que il y a l'idée de progresser, de se rapprocher de ce qui se fait de mieux. Mais pour reprendre tes propos qui étaient très intéressants, tu faisais l'analogie avec le handball traditionnel et c'est vrai qu'on en avait déjà parlé lorsqu'on était ensemble fin juin à la Coupe de France des territoires. L'analogie avec quand Daniel Costantini a pris l'équipe de France, on dit qu'est-ce qui reste à faire. Là, c'est finalement presque le manque de vécu peut-être qui fait la différence et on a l'impression que c'est en train d'être grignoté à force de stage, à force de structuration et à force aussi d'avoir des moyens mis à disposition. Oui, petit à petit. Alors, il faut reconnaître qu'on se cherche encore un petit peu. Nous, les clubs, notamment professionnels, n'ont pas complètement appréhendé l'intérêt de voir cette pratique participer et contribuer au développement de leurs jeunes joueuses et leurs jeunes joueurs, ce dont je suis
et pas tout seul, pleinement convaincu. En faisant du beach, on devient un meilleur sportif, une meilleure sportive, un meilleur athlète et très certainement un meilleur handballeur. Donc petit à petit, on se cherche un petit peu pour savoir quelles sont les joueuses, les joueurs, les profils qui peuvent permettre à la France d'être au niveau qu'elle est capable d'avoir en indoor, avec en toute humilité et en toute modestie. Après, ça reste le temps de travail. Constantini, salut Daniel, si jamais tu nous écoutes. Daniel, la première chose qu'il a fait, c'est doubler le temps de travail. Nous, doubler le temps de travail, ça sera compliqué parce que les calendriers sont déjà bien chargés. Mais par contre, la culture du handball, on l'a. Le temps de travail, on l'a sûrement pas beaucoup moins que nos amis adversaires. Ce qui est certain, c'est que la plupart des pays qui composent les sélections internationales sont des pays qui se sont mis au beach il y a 25 ans. Je pense notamment à la Hongrie, qui a décidé de s'y mettre il y a 25 ans et qui, ils ont fait leurs essais, leurs erreurs. Et nous, c'est depuis 2016, voilà. Donc on a un peu de retard et on est en train de le combler tout doucement, mais on sait très bien que plus la route s'élève, plus c'est difficile de réduire les écarts. Voilà. Donc même s'il y a un petit écart, ça reste quand même encore compliqué. Mais il y a un état d'esprit franchement génial chez nos joueuses et nos joueurs, nos staffs, nos dirigeants, la fédé soutien. Merci Philippe, voilà. Philippe Bana, président, qui a, avec d'autres élus, accepté de penser que le beach pouvait rendre service au handball. Eh bien, on va voir. On va voir quel est le gap encore qui existe entre nos équipes de France et ces sélections All-Star. Hein, on le disait, bien, ce sont des joueuses et des joueurs qui ont été sélectionnés par l'IHF, mais vraiment venant d'Europe, mais pas que. Hein, on va voir, on l'espérera tout à l'heure. On a une américaine, on a vu chez les garçons des Brésiliens, des Argentins, Uruguayens, vraiment des quatre coins du globe. Et donc notre équipe de France avec ici à l'arrivée d'Hélène Falcon, la gardienne que l'on connaît, hein, si vous avez l'habitude de suivre sur Handball TV la Ligue du Tagaz Énergie, passée par Mérignac, par Bourg de Péage, actuelle gardienne de Pessac en D2F, et d'autres joueuses un petit peu plus rompues à la discipline. Si on a Laurine Perrault qui est passée par Nantes également. En tout cas, Eric, des équipes de France, là vraiment j'englobe filles et garçons, qui se sont bien comportés lors du dernier rassemblement en Bulgarie, avec des résultats à la hauteur, si ce n'est plus que nos espérances même. Oui, après on se présentait pas non plus pour prendre les fessées et perdre nos matchs, mais on sait très bien qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. On n'avait pas l'habitude de nous retrouver à la cérémonie des médailles, même si ça n'était que des qualifications, mais c'était d'un très bon niveau et franchement il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de joie de voir nos joueuses et nos joueurs avec le sourire et pouvoir représenter la France au moment peut-être le plus important, c'est-à-dire le moment où, voilà, c'est sûr que les médailles c'est que du symbolique, mais quand on y est, il y a cette espèce d'émotion qui est légitimée. On a le sentiment que voilà, ça valide le travail, ça donne du plaisir tout simplement. Et quand tu vois tes petits, alors je vais dire nos enfants, avec le sourire, avec une banane comme ça, voilà. Franchement, il en faut peu pour être heureux, mais alors là, on était très 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 heureux. On cite du Walt Disney, c'est magnifique. Il y a tout ici. Et donc ouais, tu parles de nos enfants, ouais, tu peux, parce que là dans l'effectif, on aura l'occasion une fois sur le terrain de les présenter. On a quand même deux joueuses de 2007, de 2007. Avec Mathilde Hamelot notamment, qui est une des plus jeunes. Et Thaïs Vigourou, du Pôle d'Aix-en-Provence. Ouais, de Plantuc. C'est ce qui nous rassure aussi, parce que dans le chapitre du rappel de ce que cet été nous a apporté aussi de plaisir et satisfaction, les jeunes filles ont également remporté une médaille d'argent sur le championnat du monde de leur catégorie d'âge, les U16. Les garçons ont eu un peu moins de réussite dans une pôle très difficile, mais c'est l'apprentissage. On a encore des stages nationaux, on va faire les ajustements, nos coachs vont travailler, on va progresser. Mais voilà, les jeunes filles nous ont apporté aussi une immense joie parce qu'elles ont été les premières à obtenir cette médaille. Et comme dirait notre ami Arnaud Villa, à jamais les premières. Allez, c'est parti pour cette rencontre entre l'équipe de France et la team Lyra. Alors on a parlé de pas mal de choses, mais pas encore complètement des règles pour ceux qui nous rejoignent. On le fera in situ avec donc vous le voyez, hein, sur le terrain, 4 joueuses de champ, parce qu'on fait sortir la gardienne. Donc on est systématiquement, Eric, en situation, lorsqu'on attaque, en situation de supériorité numérique, d'où la nécessité d'aller vite et de provoquer. Et là ça va très vite avec un très bon départ. La team Lyra avait marqué ses 2 premiers points. L'équipe de France rétorque dans l'immédiat.
Ouais, par Nina Le Floch, la brestoise qui est signée en Eurosport l'année prochaine. Alors Nina, c'est une fidèle de la première heure, hein, une pionnière. Et alors là, on a vraiment vu du 4 autour, donc du 4 contre 3, et la nécessité de bien se placer dans les intervalles. Moi, je vais essayer d'accentuer simplement sur les petits éléments techniques, voire didactiques, pardon pour l'insulte. Mais il y a tellement de passerelles avec le handball à 7. Je vais essayer simplement de vous montrer à quel point il y a des choses qui retrouvent. Voilà. Donc le surnom, comme tu en parlais tout à l'heure, ça peut être le handball à 7 contre 6, mais c'est l'essence du jeu, c'est-à-dire créer le surnom puis l'exploiter. Là, il existe déjà, il faut l'exploiter, et c'est vraiment l'essence du pitch, que ce soit en défense ou en attaque. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la supériorité d'un côté, mais il y a aussi l'infériorité de l'autre. On avait encore une fois Nina Floch-Hubert, effectivement, joueuse passée par le BBH et qui prendra direction de Rose Duhand en National 1 l'année prochaine. Et puis, petit clin d'œil, bien en fait, elle sera coéquipière de Marion qui va reprendre les baskets pour jouer en N1 à Rose du Hand. Ouais, là, ça va très vite. Hein, et là, on voit à quel point c'est exigeant, qu'il faut bien flotter, mais pas laisser la possibilité parce qu'on a des joueuses en face qui jouent très juste. Oui, et puis en défense, c'est aussi un élément fondamental, c'est la lecture des lignes de passe. Donc avoir une capacité d'être mobile sur ses appuis, mais avoir aussi des mains, des segments supérieurs, comme dirait l'autre, très disponibles. Alors soit en réserve, c'est-à-dire pour essayer de surprendre et d'intervenir sur la ligne, soit en dissuasion pour éviter que la passe se fasse. Juste une petite chose, Jocelyn, voilà, en face, on a vraiment une équipe fantastique. Moi, j'adore ces joueuses. Il y a une américaine, là, la numéro 6, qu'on a découvert à Lacano cette année, une athlète extraordinaire qui peut jouer en Christine défense. Mansour, ouais. C'est ça. Elle peut jouer en attaque, en défense. On a une pivot, la espagnole, qui a aussi une collection de titres en jeune et en adulte avec l'Espagne. Une joueuse alors centrale, néerlandaise, qui vient de faire une jolie passe, voilà, qui pourrait jouer spécialiste comme joueuse centrale. Voilà, c'est vraiment la joueuse excellente qui est capable de distribuer et de prendre les espaces. C'était Isabelle Barnard, la néerlandaise, avec la passe à l'intérieur pour Asuncion Batista. On avait pas mal de surnoms, et puis on met les petits surnoms même en bas des maillots. Son nom est Asun, et le surnom même c'est l'impératrice, parce que voilà, c'est une qui représente vraiment la discipline, et à tel point elle vit beach handball. Elle a même un tatouage là sur le torse, c'est écrit beach handball. À quel point elle vit le truc. Et vous voyez, c'est sympa cette image parce que là, elles viennent de réaliser quelque chose de très spectaculaire. On les a vues se congratuler. Ce sont des filles qui se connaissent mais qui n'avaient pas l'habitude de jouer ensemble. Cette équipe Dream Team, on va dire, sélectionnée comme ça par l'IHF, eh bien, on sent au fil des matchs, elles commencent à avoir des automatismes. Et vu aussi, bien sûr, hein, on a parlé en préambule, Eric, hein, de l'avantage et de l'intérêt de ces 3 jours pour nos équipes de France, et aussi l'intérêt pour vulgariser au plus grand nombre de spectateurs qui, on espère, venir de plus en plus dans ces tribunes. Comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est la crème du beach. Moi, je regarde chaque joueuse là, étrangère. Alors, nos Françaises, on les connaît et puis on s'y est fort attaché depuis quelques années. Mais en face, alors on n'a pas parlé. En défense, il y a Mademoiselle Kretschmar, fille de l'illustre Stéphane Kretschmar, mais qui est une bâcheuse, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle envoie des contres. Voilà. Alors là, une situation vachement intéressante parce qu'Esmeralda, qui s'est fait piéger 2-3 fois dans le dos, là, était beaucoup plus disponible avec ses mains et a su intervenir sur la trajectoire de passe. Alors, dans les fondamentaux, pour s'il y a des entraîneurs un petit peu parmi nous, partager l'idée que voilà, un défenseur doit être capable de voir et le ballon et son adversaire. Et le beach, c'est la situation idéale pour être toujours en train de. Et puis aussi reconnaître que ce sont des formats très denses. Hein. Je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est 2 fois 10 minutes. Ouais. C'est-à-dire qu'en 10 minutes, il y a énormément d'actions et on est peu sur le terrain. Donc il y a une répétition du nombre d'actions. Parce que rotation, attaquante, défenseur à chaque fois. Ça, c'est important à souligner. Ça, c'est une spécificité. Là, en l'occurrence, là, on a eu Lali Brouillet, spécialiste de la défense, là, qui était au contre. Elle a la passe sautée pour le Kung Fu et la finition de Nathalie Sena, la brésilienne, l'une des plus anciennes du circuit. Oui, encore une fois, ça fait plusieurs fois que ce secteur-là a été attaqué. C'est encore une fois hein, cette supériorité. Donc il y a du travail de fixation, il y a aussi de l'aspect tactique, c'est-à-dire il y a toujours une attention peut-être plus particulière sur la spécialiste parce que ces tirs, elle, quel qu'il soit, valent 1, donc c'est un petit peu moins compliqué. Voilà la paire bretonne, Awen pour Nina. Ouais, Awen Follet pour Nina Floch-Hubert. Nina qui montre que quand elle prend les espaces avec un engagement sincère et complètement libéré, elle est quasiment inarrêtable.
Ouais, la Bretagne qui avait remporté les 2 premières Coupes de France des territoires s'est fait surprendre là à Châteauroux avec la Normandie qui a remporté le titre hexagonal. Ouais, mais ça travaille fort en Normandie. On va penser à Nicolas Marais, notre élu responsable désormais du beach, qui a soutenu pleinement la construction d'une halle couverte à Oulgat, dans l'ancien Creps. Et comme par hasard, les résultats grimpent. Champion de France en intercomité garçon avec le Calvados, un énorme travail, une qualité de jeu déjà très éprouvée. Et encore une fois, voilà, ce secteur gauche magnifique. Ouais, c'est bien Magnifique. touché, hein. C'est bien touché parce que oui, il y avait une bonne situation pour Nathalie Sarr. Il fallait encore ajuster le lob dans la lucarne opposée d'Hélène Falcon. Mais derrière, c'est bien, on a du répondant. Et là, on a vraiment l'illustration par le terrain. Je parlais tout à l'heure, la spécialiste. Donc ici, c'est Awen Follet. Vous l'avez constaté, la même couleur de chasuble, de maillot que la gardienne. La spécialiste, lorsqu'elle marque, pas besoin d'un 360 ni d'un kung fu. Ses buts comptent 2 points et c'est le cas et ça permet à la France de revenir à 16-12. Là, on voit la défense française qui s'est alignée un peu plus haut. Ah, C'était assez efficace. l'extra passe, mais derrière, il y a l'intervention d'Hélène Falcon. Voilà, c'est très riche de capacités tactiques, pardon, plutôt. Voilà, donc des Françaises qui avaient choisi un petit peu ce 4 au tour avec une spécialiste qui arrive avec un peu de retard parce qu'elle doit rentrer forcément par la zone du gardien ou de la gardienne en l'occurrence. Donc elle arrive avec un petit peu de retard, donc on fixe un peu à l'opposé pour ouvrir ce couloir. Et là, Owen était arrivé à 2-3 reprises de façon très rapide, alors que notre sélection Lyra, elle a choisi d'être un petit peu plus sur du jeu placé, de poser son jeu avec du 4 au tour, avec du 3 plus 1. Alors 3 plus 1, ça veut dire 3 autour et le pivot, la pivot à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'avec cette ailière gauche brésilienne et cette centrale néerlandaise, c'est du bonheur. Et, Ouais, comme ça. Et que dire avec Asuncion Batista qui est régulièrement élue MVP ou meilleure buteuse de chaque compétition dans laquelle elle est engagée, qu'elle participe. Mais juste sur du toucher de balle, c'est ça qui je trouve fantastique. C'est-à-dire il n'y a, pas d'excès, il n'y a pas d'esbrouf, il y a juste de la qualité de passe en douceur, au bon moment, au bon endroit, des bons timings. Et puis une douceur de toucher de balle dans le tir. Elle nous a fait des chabs en plein kung fu. Qu'est-ce qu'elle va nous faire maintenant? Ouais, bien. Cette Voilà, fois-ci, c'est bien. Comme ça nous permet de recoller. Mais pour corroborer tes propos et vraiment ça colle parfaitement. Ce matin, on a eu l'équipe Pegasus. Lorsqu'on dit ce qui se fait de mieux, c'est valable chez Galine Garçon avec Bruno Bruninho. Pareil, la qualité de passe, vous aurez l'occasion de le voir. Là, encore une fois, la barre transversale qui a été trouvée par Nina Floch-Hubert. Après une action fantastique, Jocelyn, juste encore une fois, je précise parce que j'ai tellement le désir de convaincre ceux qui ne connaissent pas encore le beach. Ben voilà, on a vu le travail du jeu sans ballon. Nina a fait semblant d'aller d'un côté pour plonger dans le dos de la défenseur. Et c'est ce qu'on demande à nos joueurs et à nos joueuses dans le handball à 7. Donc encore une fois, une belle petite passerelle et des situations qui se répètent fréquemment. Donc de quoi répéter, travailler, progresser. Ouais, bien joué. Ce ballon mis à l'intérieur pour Laurine Perrault, ancienne joueuse donc de Nantes et actuelle de Noisy-le-Grand, qui permet à nos Françaises de grignoter. Voilà, hein, c'était notre premier thème, notre premier débat, Eric, hein, à la prise d'antenne, de savoir où on se situait par rapport à ce qui se fait de mieux. Bah, pour l'instant, c'est pas mal, mieux que tenir. Et on va rentrer dans la dernière minute et on a la possibilité de revenir à égalité. Si égalité il y a à la fin des 10 minutes, on n'y est pas encore parce qu'il peut se passer énormément de choses en une minute. Et bien, on aura le but en or. Il encore, ouais, bien joué, les feintes de tir, mais derrière, devant Laurine Perrault, s'interpose Anna-Maria Ursula, gardienne portugaise, mais le contre était illicite, me semble-t-il qu'il y a un coup de sifflet, Oui, une affaire d'arbitre et un penalty. En fait, Laurine a fait une feinte qu'on voit relativement régulièrement, c'est-à-dire elle fait semblant de partir pour que le contre vienne devant elle, et une fois que le contre est dans la zone, l'arbitre peut considérer qu'elle perturbe la tireuse. Et effectivement, Laurine malheureusement a raté son tir, mais elle a bénéficié d'un péno. Que transforme Awen Follet. Comme souvent. Également une ancienne du BBH, ancienne la Ligue bretonne, hein, qui a été les premières à travailler. Ouais, ça c'est un tir de la spécialiste danoise Line Larsen. Tir puissant croisé qui redonne l'avantage à la team Lyra. Allez, Mario. C'est une manche très intéressante, Jocelyn. Là. Et puis on a vu, je ne sais pas si tu l'as dit, mais on a en défense Paul Mouriou, le coach des garçons,
Et en attaque, plutôt Marion Limal, Et qui reste la coach A. Hein, donc elle a le droit d'être debout. Je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est debout et Paul est plutôt à genoux au côté. on inversera les rôles sur le match juste après. Exactement, mais je trouve que c'est génial parce que c'est aussi ça. C'est un environnement mixte où on s'enrichit les uns les autres. Et enfin voilà, moi je vous recommande, je suis certainement pas objectif, mais je vous recommande vraiment parce que c'est un milieu sympa où le fair play est premier dans nos objectifs. Le fair play, il y a très 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 peu, sinon pas de blessures. Il y a malgré tout des cellules médicales qui font leur boulot, qui accompagnent. Mais voilà, l'enrichissement des garçons envers les filles, des filles envers les garçons. Paul, Marion, Marion, Paul. Et on a vu, les filles sont restées au contact parce qu'il y a eu quelques défenses qui ont un petit peu modifié les rapports de force tactiques en allant un peu plus haut, un peu plus profond pour perturber l'attaque. Et ça a payé. Il faudrait que ça paye jusqu'au bout. Alors c'est vrai qu'en général, dans les moments chauds, dans les money time, dans les temps les plus importants, les équipes les plus expérimentées réussissent. Mais pour l'instant, le ballon est dans nos mains. Et il reste une vingtaine de secondes pour, dans un premier temps, égaliser avec Awen Follet qui a buté sur la gardienne. Mais le ballon nous sera rendu. Il va rester encore une cartouche, des munitions pour pouvoir recoller à 20 partout. Allez, à l'intérieur. Yeah. Voilà, c'est bien fait. Tu parlais, Eric, des moments cruciaux du Money Time. Voilà, attention, il reste encore quelques secondes où eh bien, la Team Lira va avoir le dernier mot. Tiens, ben voilà, on profite de ce cas de figure hein, pour dire, ben là, la plupart des buts sont inscrits en 360 ou Kung Fu pour rapporter 2 points. Là, il s'avère qu'il y aura sans doute vraisemblablement la dernière possession pour la Team Lira. Donc, ils vont aller chercher un tir non primé, un tir à un but, tout simplement pour remporter la manche. C'est très vraisemblable. Après, on est dans un contexte où le spectacle prime un petit peu. Hein. Il y a le désir de partager notre amour pour ce sport. Mais effectivement, si on était dans un match pur et dur où il s'agit simplement de gagner la manche, un but à un point. 5 secondes, c'est en général ce qui suffit pour. Voilà, donc il va falloir une bonne petite option défensive, une bonne lecture, pas se faire piéger, ou un arrêt d'Hélène, ou en tout cas un positionnement d'Hélène qui force le tir. Mais la dernière cartouche est effectivement dans les mains de nos championnes internationales. Ouais, il va falloir surveiller parce que là, quelque chose nous laisse à penser qu'on va peut-être chercher la pivot. Il y aura 2 passes, à mon avis. Il y aura l'aspect, ça va revenir à l'aspect, peut-être une 3e passe derrière. Voilà, ça revient bien l'Esmeralda qui dissuade. Ça pourrait ne pas suffire. Non, ça ne suffira pas. Allez, on peut souffler parce que le gong a retenti avant que le ballon n'arrive. Ouais, pas longtemps parce que on a ce fameux golden goal, but en or. Donc on va revenir avec un entre-deux pour cette possession. Et là, les premières équipes qui gagnent marquent en tout cas, remporte ce premier set. Alors à l'engagement, ça va pas être simple parce que nous avons notre amie américaine Christine qui est une belle athlète. Une ancienne basketteuse. Comme toute américaine qui se respecte. Ouais, c'est ça. Mais et Thaïs, la petite jeune qui va passer de première en terminale cette année, mais qui va. Ouais, mais peut-être. Attention, le ballon a été dans un premier temps touché par Mansour. Ça a été la bataille, la bagarre, et finalement, ballon récupéré par Lucie Marie Kretschmar. Parce que précision aussi, hein, même s'il avait peut-être l'avantage de taille ou de jump, elle ne peut pas se saisir du ballon hein, lorsqu'on effectue l'entre-deux. On le renvoie en arrière en espérant qu'une partenaire puisse se saisir du ballon. Ce sera donc le cas. Une nouvelle balle de 7 pour cette équipe, cette Team Lira. Kretschmar avec Larsen et à l'intérieur. Magnifique. Cette intervention d'Hélène Falcon. Mais le rebond sera pour Lucie Marie Kretschmar. Ouais, c'est dommage. On l'avait. Encore une fois, elle n'a pas tenté de tir à 2 points. Elle a cherché le coin long. Et bien maintenant, la balle de 7 change de main. Elle est dans les mains de nos bleuettes. Allez, simple, simple. Yes, ça. Eh bien, ça, comme tu l'as dit, hein, c'est un tournoi pour montrer la discipline au grand public, pour se frotter à ce qui se fait de mieux. Il n'y a pas d'enjeu, ce n'est pas un tournoi proprement dit, mais quand même, lorsqu'il y aura des causeries, des discours, bien la prise de conscience, bien qu'on peut aller titiller les meilleures joueuses au monde.
Oui, alors c'est une équipe qui se connaît pas trop, mais ça fait 2 jours qu'elles bossent ensemble, ça fait 2 jours qu'elles affinent un peu leurs automatismes. Je parle des étrangères, Ouais, évidemment. oui, enfin, d'accord. Et à contrario, les nôtres sortent d'une belle expérience à Varna pour ces qualifications européennes. Donc on sent quand même qu'il y a un bagage un peu éprouvé. On a récupéré Mathilde, qui est une toute jeune, mais qui est une super défenseur. On a récupéré Nina, qui allait travailler en Slovénie en stage avec, je crois, une équipe du Dauphiné Savoie, mais elles reviennent parce qu'elles ont fait la prépa. Donc, on sent quand même que notre niveau minimum au beach handball français est en train de progresser et c'est l'essentiel. C'est primordial que notre niveau bas augmente parce que faire des exploits, tout le monde est capable d'en faire. Par contre, donner de la régularité dans notre niveau bas, c'est pas si facile. Ah, bah, il va essayer de répéter dans ce deuxième set qui va intervenir dans 4 minutes exactement, le temps que les filles se mettent un petit peu à l'abri et soufflent. Nous, de même, le petit best-of des images du premier set et on revient dans quelques instants. À tout de suite. Yanis. Face aux violences, Ou en collectif. Gagner. c'est savoir dire stop. Face au racisme, Bizutage, d'incivilité, Restons soudés. Face au harcèlement. Violence sexuelle, face au comportement LGBT-phobe, gagner, c'est libérer la parole. tous unis, face aux violences. Alors je sais que c'est pas facile d'applaudir avec un parapluie dans la main, mais je compte sur vous quand même, supporters et supportrices, pour encourager les joueuses, quelle que soit leur équipe d'ailleurs. Deuxième mi-temps. Allez, nous sommes de retour ici sur ce terrain de beach handball à Créteil, dans le Val-de-Marne, cette fan zone club 2024. L'équipe de France a remporté le premier set face à la team Lyra, une sélection bâtie avec des joueuses connues, reconnues et confirmées, et qui vont vraiment livrer un 10 premières minutes de belle facture, nos filles, mais c'est la spécificité, la particularité du beach handball. Voilà, on remet les compteurs à zéro, le deuxième set. L'idée étant de remporter ce deuxième set et donc la partie. Mais si la team Lyra remporte ce deuxième set, eh bien nous serons à un set partout. Qui dit un set partout, mon cher Eric, dit l'un des aspects les plus spectaculaires de la discipline, les shutouts.
Alors, spectaculaire, oui, mais je trouve que c'est surtout sur les émotions. Ah Alors, oui, ah surtout oui. quand on accompagne de jeunes joueuses et de jeunes joueurs, où on tremble pour eux parce qu'elles portent ou ils portent le destin de leur équipe sur les épaules, sur un ballon. Après, c'est aussi sympa pour les gardiens qui sont dans le duel permanent. Et on peut mettre aussi des défenseurs qui ont d'autres options tactiques. Enfin bref, c'est un moment d'une richesse émotionnelle incroyable, parfois un peu douloureuse quand même. Mais c'est un moment incroyable. Voilà, on le vit de temps en temps au football, par exemple. Au handball, c'est extrêmement rare, mais alors au beach handball, c'est très fréquent. Pour info, je ne sais pas si c'est utile pour toi, Jos, tu dis, dans les phases, dans les championnats internationaux, il y a 50% des matchs qui se finissent au shootout. Dans les phases finales, on passe à 75%. C'est dire à quel point c'est serré et c'est dire à quel point bien parler de régularité sur des compétitions, mais il faut avoir cette même régularité au sein d'un même match. Et ça c'est difficile. Et une équipe qui est passée au travers ou même tout simplement qui s'est inclinée lors du premier set Peut se refaire peut la se cerise. Ouais. refaire absolument. Et c'est ce que vont chercher à faire les joueuses de cette team Lyra. Et je me permets encore d'insister, mais c'est aussi la nécessité d'être tout de suite présent en début de deuxième mi-temps d'un point de vue mental. C'est-à-dire même si on a gagné largement, même si surtout ne pas faire preuve de suffisance, rester dans l'exigence. Et le beach handball, c'est l'idéal pour travailler cet élément mental. Eh bien joué, cette prise d'intervalle pour Laurine Perrault avec beaucoup de détermination, pas de passage en force. Lucie Marie Kretschmar est sanctionnée. Ce sera un penalty. Penalty, vous l'avez constaté tout à l'heure. Hein. Val 2 points également. Donc la possibilité pour Awen Follet de ramener son équipe à égalité. Anna Maria Ursou, la portugaise. Jocelyn, je me permets juste là voilà, on a une paire d'arbitres des frères suédois. Juste dire qu'il y a un travail énorme qui est mené depuis la première heure par Jérôme Roland. Grâce à lui. Qui sera à mes côtés juste après le match. Oh bah cool. Parce que Jérôme fait un boulot avec Michael qui, je crois, viendra aussi commenter avec toi. Ouais. Mika aussi, c'est celui qui nous a un peu réveillés et rappelé qu'il fallait absolument que la France soit présente sur le sable dans le beach handball. Mais voilà, juste dire, c'est un sport qui est très difficile à arbitrer. Mais il y a énormément de plaisir, il y a le voyage, il y a la rencontre, il y a être utile au jeu, et il y a une vraiment, voilà, super. Ça vaut le coup, intéressez-vous. On a besoin aussi de jeunes arbitres ou d'arbitres tout court. Mais c'est vraiment un sport sympa pour l'arbitrage parce que l'ambiance est très fair-play aussi. Ouais, pour cet arbitrage, peu de contestation, même si parfois, comme au handball, la frontière est mince entre le penalty, le passage en force ou non. C'est vrai qu'il n'y a pas un mot plus haut que l'autre et même lorsqu'on est dans la compétition, c'est assez apaisant. Voilà, puis, notons quand même ce joli petit but d'Hélène Falcon, de but à but comme on aime. Hélène qui nous sort des belles partages depuis hier là, sur les matchs amicaux, elle était en bourre. Très clairement, là, c'est elle qui a fait pencher la balance du côté français en cette fin de premier set. Là, pour l'instant, eh bien, dommage. Alors, on l'a largement évoqué notamment avec Paul lors du match de la matinée où il pleuvait encore beaucoup plus, même si là ça se remet à tomber. Alors oui, bien sûr, sur l'aspect sable, ça va être gênant, et aussi sur l'aspect prise de balle pour le ballon qui va être un petit peu fuyant avec l'humidité. Ouais, le ballon glisse, hein, c'est vraiment pas simple, hein, en toute honnêteté. Une petite relation privilégiée Awen Laurine. Et l'action d'avant, voilà aussi voir Esmeralda Almeida qui s'est précipitée. Elle le fait très souvent. Elle arrive à intercepter des longues trajectoires et elle arrive à couper le jeu rapide des adversaires grâce à une bonne lecture et surtout des bonnes cannes aussi quand même. Ah, là, on insiste et ça fonctionne la deuxième fois de suite dans le secteur central pour cette team Lyra. Ouais, française qui reste un peu sur ce 4 tours, effectivement. Ouais, passage en force là cette fois-ci. Bien voilà, on a eu une situation quasi similaire, une qui a abouti sur un penalty, l'autre sur un passage en force. C'est bien sifflé. Derrière, le jeu s'est développé avec une intervention encore une fois d'Hélène Falcon. Alors Hélène, elle montre le talent de nos gardiennes et de nos gardiens. On espère que Maxence tout à l'heure avec les garçons sera aussi efficace et spectaculaire qu'hier pour le test match. Hier, il a été monstrueux. On n'avait pas avec nous sur les qualifs européennes parce que le travail en avait empêché. Mais on est vraiment fiers et heureux de voir exercer nos jeunes, enfin nos jeunes, non, sont les plus anciennes et les plus anciens, comme par hasard, accompagnés par des Daouda Karaboué, Valérie Nicolas, Vincent Morisset chez les jeunes. Voilà, la Fédé a bien compris elle sait très bien que le poste de gardien, c'est le poste qui fait gagner. Bien joué. Nina qui avait eu
Les petits échecs en trouvant la barre transversale. Là, c'est la lucarne qui est trouvée et nos Françaises qui sont devant. 8-6. Ouais, encore. Elle est en train de rentrer dans le cerveau là des joueuses adverses. Hélène Falcon là dans la lignée de sa fin de premier set. Un arrêt en duel face à la pivot américaine. Belle. Ouais, bien joué. Là, variété dans les impacts, le lob, le tir franc, disponible. Laurine Perrault, et un mini break pour les Françaises. Jocelyn, si tu... Ouais, trop. Ouais, ça c'est beau. Ça c'est beau. Un tir de Désaxé. Désaxé. Magnifique, Orlanti. Tu l'avais vu quand ça, il y a eu les prémices avec Talent Dutchebev, tu l'avais vu. Oui, un petit peu du talent, oui, c'est clair. Mais ça montre aussi que c'est un jeu tellement riche. Une spécialiste peut être dans l'animation, peut être dans la transmission, elle peut être dans traversée, mais elle peut aussi développer des tirs qui ressemblent un peu plus au handball à 7. Quand on est sur des tirs à mi-distance, entre 9, 8, 7, à travers des défenseurs, et là, elle a mis un magnifique désaxé. Ouais, là, ça se sont énervés avec la fluidité, la rapidité des transmissions et Nathalie Sena qui ramène la Team Lyra à 10 partout. Ouais, alors deux petites choses, Joss, là, on voit vraiment que le poids du ballon. Oula. Ah ouais. On voit le poids du ballon, c'est-à-dire que là, les Françaises menaient de 2 points, donc tout d'un coup, là, il y a une forme de tension. Je compare un petit peu ça à un joueur de tennis qui est mené 30-40, 15-40, j'en sais rien, mais qui a un peu de retard. Et les grands champions, en général, sortent des premières balles, sortent des aces. Et là, ben voilà. Ouais, il y en a qui sortent Cette des équipe, tirs des accès ou des Lulus. Encore une fois, Line Larsen. Laurine Allez, Perrault avec Thaïs Parfait. Goro. Aïe. Elle a porté juste au-dessus de la tête d'Anna Maria Ursou. Ah, c'est dommage, parce que les solutions, elles arrivent à les trouver. Ouais, là, on est clairement sur une bascule du temps fort, temps faible. Et là, notre équipe internationale est en train de reprendre confiance. Avec celle d'Isabelle Barnard, on avait vu davantage à la distribution la néerlandaise. Laurine Perrault avec Thaïs Ligoro. Ah non, là, elles sont 2-3 fois dans un down. Un temps faible, nos Françaises. Elles viennent d'encaisser 6 points consécutivement avec une balle dans les mains de la team là. Et c'est vraiment la deuxième chose que je veux partager avec nos potes coach, c'est cette nécessité de lecture. C'est-à-dire que le surnombre existant, c'est savoir immédiatement où est le surnombre. Voilà, donc là, Thaïs, par exemple, s'est engagée. Il y avait peut-être une erreur de distance, il y avait peut-être une erreur de timing, il y avait peut-être une erreur de placement, mais au moins, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler pour que ensuite, en parallèle de ces fondamentaux-là, elle puisse faire preuve de lecture. Ça vient de la gauche, le surnombre est à gauche. Ça vient de la droite, le surnombre est à droite. Ça paraît simple et bête, mais il faut travailler, répéter pour que ça se fasse à une vitesse de plus en plus importante qui corresponde à celle du plus haut niveau. Ouais, là, c'est une belle séquence. Parfait. Et ensuite, elle n'a pas payé encore une fois. C'est la 3e fois depuis le début de la partie. Allez, c'est pas loin. On est qu'à 4 points de retard. Il faudrait vraiment assurer une bonne défense ou un homme. Une belle prise de risque. Dommage, pas payé. Le double kung fu, ballon Mais récupéré. la balle reste dans leurs mains. La petite brésilienne, c'est rare qu'elle rate. Nathalie Sena. Voilà, dès qu'on se rapproche un petit peu trop avant de prendre la décision, en général, c'est compliqué. La fameuse distance de combat à apprécier, à jauger, à appréhender. Et Vincent, on est un peu dans le brouillard. Et puis c'est vrai qu'on va souligner, il y a 8 joueuses. C'est beaucoup moins qu'en compétition habituelle. Là, on a certes simplement le temps de la rotation attaque-défense pour souffler un petit peu. Un PF très sévère là, de la part des arbitres parce que le couloir est ouvert, la défenseur est en déplacement, donc elle vient couper Nina. En toute logique, il aurait dû y avoir penalty. Si nous pouvons nous permettre. Ouais, mais ça a une petite conséquence quand même parce que de revenir à 14-12 sur l'action d'après, eh bien, celle qui fait grand mal à notre équipe de France, Line Larsen, la spécialiste danoise, porte le score à 18-10. Alors là, faudrait vraiment revenir du diable vauvert pour recoller. Non, parce que là, il y a l'intervention de la gardienne Anna Maria Ursou, l'envolée de Lali. Ouais, de Lali Brouillet. Bon, là, c'est compliqué. Mais c'est vraiment, c'est ça qui est génial. C'est la perception du rôle mental. C'est-à-dire dès qu'on décroche d'1%, 2%, 3%, 4%, j'en sais rien. Mais dès qu'on décroche un peu, c'est compliqué.
Ouais, C'est là qu'on, non, les progrès doivent se faire. ouais, clairement, parce qu'on se souvient qu'en début de ce deuxième set, on avait 4 points d'avance et il y a eu quasiment 8 points, je crois, consécutivement inscrits par la team Lyra. On ne peut pas se permettre de décrocher, d'avoir cette saute de concentration, surtout face à des joueurs en face d'une telle qualité qui vont, on peut se mouiller, hein, remporter ce deuxième set. Et donc, l'illustration par le terrain, les fameux shootouts dont on parlait tout à l'heure. Ce qui est déjà pas mal, hein, franchement, parce que là, ça joue les meilleures joueuses du monde, quoi. Elles ont toutes des mondiaux à leur palmarès, ou en tout cas des participations. On a dit que c'était un showcase pour montrer au grand public. Le grand public va se régaler. C'était aussi pour nos équipes de France de se confronter, c'est le cas, et aussi de travailler l'aspect mental. Donc là, on a vu qu'est-ce qui restait un petit peu à corriger, et l'aspect mental et le nerf d'acier, ils vont être mis à rude épreuve avec les shootouts à venir dans une trentaine de secondes. Sachant que c'est un shootout qui va se faire sous la pluie, donc on n'est pas non plus complètement habitué. Bon, les adversaires probablement non plus, mais à Varna, on était à 38 degrés sous le soleil, enfin à l'ombre même. Ici, c'est pas encore la canicule, elle est annoncée pour demain. Les copines et les copains, promis, si vous venez à Créteil, Pointe-du-Lac, vous vous régalerez. Demain, il fera beau. Il y a tout ce qu'il faut tout autour de ce terrain de sable. Il y a des animations. Tu en as peut-être parlé, Jocelyn. Ouais, des animations. Vous pouvez venir bien sûr en famille. C'est accès libre pour les enfants. Des stands avec des jeux gonflables également. Des jeux de ping-pong. Des écrans géants pour suivre en parallèle les Jeux Olympiques. Du handball fauteuil. Eh oui, Tu me permets. ouais, Je pense à Mourad qui bosse comme un fada à la Fédé pour développer ce magnifique handball. Je me pensais aussi pour les copains de Mazan, Eric Clavry, qui depuis des années milite pour ce handball inclusif et mixte, parce que c'est Valide et Andy. Et il n'y a que des bonnes personnes dans ce sport, dans ce handball-là. Un handball qui est maintenant devenu un handball de compétition. Tout à fait. Ça est passé en balle à 4 aussi, je crois. On aura cette possibilité de connaître toutes les disciplines liées au handball. Voilà, victoire dans ce deuxième set de la Team Lyra. Un set partout. Et donc les shootouts rapidement, c'est une relance, j'allais dire de la gardienne. Non, parce que parfois ce n'est même pas une gardienne ou une spécialiste pour sa partenaire qui va défier la gardienne adverse ou pas, parce qu'on peut prendre le parti de mettre une défenseur en face. On retrouve un petit peu les mêmes principes. Le but du gardien qui vaut 2, le kung-fu qui vaut 2, le 3-6 qui vaut 2. Alors en anglais, le 3-6 pin shot, au cas où. Le kung-fu, c'est le in-flight. Et le but du gardien, j'en sais rien. Mais voilà, 2 points. Donc il y a une recherche systématique du tir qui vaut 2 points. 5 tireurs, 5 tireuses, une série de 5. Et puis ensuite, la mort subite, comme on dit de temps en temps. Ouais, lorsqu'on a eu toutes les tireurs, tireuses. Voilà, les consignes Marion Limal. Donc, on connaît sa carrière de joueuse pro en LFH, joueuse internationale, 2 fois vice-championne du monde avec l'équipe de France, et qui ensuite, après sa carrière, son dernier club c'était Brest, le BBH, eh bien, a joué en équipe de France beach. Donc, il y a 2 joueuses. Elle est passée à coach avec comme c'est elle est dans Joël Demouge. Elle est dans les premières joueuses. Elle a fait un championnat du monde avec Ekaterinbourg. Je me rappelle plus trop. Je crois que c'est Ekaterinbourg. Elle était d'ailleurs aux côtés. C'est une des plus anciennes. Elle a 14 sur votre gauche, Lali Brouillet, qui a été partenaire de Marion. On avait un peu insisté pour que Marion joue, compte tenu de sa reprise avec Rose Pordin. Ouais. Mais elle a préféré laisser le challenge à ses petites sœurs. Mais on aurait bien aimé l'avoir joué. Ah ouais, mais alors, oui, donc après, Polo aurait eu la double casquette. Là, il a ici. Allez, c'est parti pour cette séance de shootout. L'impératrice qui vont départager. Oui, là voici l'impératrice Asun Batista, l'espagnole, va défier Hélène Falcon. Et le 360. Et voilà, parlait Eric tout à l'heure de ce côté fair play. Hop, elle vient de transformer son shootout, elle vient taper dans la main de la gardienne. Et ça, vous allez le voir tout au long de cette séance de shootout.
Tout à l'heure, je voulais dire un petit truc. Encore une fois, je suis là peut-être plus comme militant que comme consultant, mais les copains en parleront sûrement. Mais c'est ce travail de lecture. C'est-à-dire, mes potes coachs peuvent se demander à quoi sert ce 3-6. Alors, ce 3-6, il sert à contraindre, à donner du déficit de lecture. On n'est que sur des duels de près, donc on essaie de rééquilibrer un peu le duel entre le gardien et le tireur et la tireuse. Mais voilà, il faut se mettre dans la peau. Ah, et dommage. Il faut se mettre dans la peau d'une tireuse qui sort d'un 3-6, qui ne sait pas exactement où est la gardienne, qui ne sait pas exactement où est le contreur et qui doit immédiatement prendre énormément d'infos et savoir y répondre avec De une situer dans spontanéité l'espace absolue. par rapport à toute somme d'informations. Ouais. Et là, je te rejoins et je te prends la perche. Oui, effectivement. Là, quand on est sur le beach et qu'on revient sur le hand traditionnel, là, lorsqu'on a ça et qu'on revient dans le handball en salle, on a quand même un sacré avantage et des acquis en plus. Le perceptivo additionnel, comme diraient nos plus grands anciens chercheurs entraîneurs. Ouais, et là, le 360 qui passe pour Isabelle Bernard et la Team Lyra qui conserve ce mini break d'avance. Est-ce qu'on peut penser que dans les shootouts se situe le moment le plus tendu en termes de rapport de force mentale, technique, peut-être même athlétique de temps en temps, et que très souvent, il faut reconnaître que les shootouts sont probablement gagnés par les meilleures équipes, même si on considère il faut y avoir de la réussite. Mais c'est peut-être le moment où les joueuses les plus aguerries vont se révéler. Et Ah, encore une fois. Voilà, on en parlait tout à l'heure, on va citer un petit peu dessus. Hein, Eric, on a donc Asun Batista, donc qui n'est pas une gardienne, on a largement parlé d'elle, la pivot espagnole, qui est venue très proche de Laurine et donc dans la cage pour la relance. Et bien Nina, elle a tenté directement de marquer ce sens-là où on a les deux parties prises, de laisser la gardienne et de mettre une joueuse de champ entre guillemets pour s'opposer à l'adversaire. Christine Mansour. Allez, le troisième shootout pour cette Team Lyra qui a été converti. Là, il ne faut rien rater et même sur le prochain, ils peuvent se permettre d'un tir à 1 point seulement. Et oui, exact. Si on ne marque pas, tu as raison. Bah non, si on ne marque pas, c'est même Si on marque pas, c'est une défaite. Mais voilà, on a tenté à 2 reprises le tir gardien-gardien. Alors c'est vrai que la gardienne, alors juste pour info, rentre en premier les attaquantes, la gardienne qui relance, qui peut ne pas être une gardienne, la tireuse. Donc on sait ensuite qui rentre dans la cage en défense. Et on sait si c'est une pure gardienne ou si c'est une défenseur. Si c'est une défenseur, on peut vaguement anticiper sur une profondeur plus importante et du coup anticiper de son côté sur peut-être un tir gardien-gardien ou en tout cas une technique et une tactique de tir relativement différente pour l'attaquante. Du côté français, par exemple, on a Lali Brouillet qui rentre dans la cage, qui aurait pu attendre que l'attaquante, en l'occurrence Lucie Kretschmar. Alors pour précision à nos amis coachs, Lucie Kretschmar est en première division allemande et jouera en Coupe d'Europe contre Nantes et elle sera dès mardi avec son équipe. Et Lali, c'est bien fait, voilà. Elle s'en excuse à Asun Batista parce que la passe était tendue, mais elle a bien jailli Lali Brouillet pour redonner petite possibilité. Voilà, on a effacé un échec avec ce ballon récupéré. Elle nous laisse respirer encore. Après, c'était peut-être une prise de risque assez pertinente parce que Lucie Kretschmar pouvait ne tirer qu'à 1 point, comme tu l'as précisé tout à l'heure. Esmeralda Almeida, une ancienne du pôle de Luynes, est jolie. Là, bien joué. Hein. On a eu donc ces 2 derniers shootout transformé par les Françaises Thaïs Vigouroux tout à l'heure, toujours face à Asun Batista. Ouais, une Esmeralda que vous voyez pousser. Le lob. Elle n'est pas dans sa meilleure forme après Varna. Elle est revenue un peu avec les virus de la clim. Mais on est encore en vie. Alors, Lali a visiblement décidé, ou en tout cas Paul peut-être et Marion ont décidé que ce serait Lali. Alors en général, la gardienne qui défend rentre après l'attaquante pour laisser éventuellement un doute et faire qu'on ne choisisse pas l'attaquante en fonction du profil de la fille qui défendra. Mais là, Lali, clairement, va jouer. Et oui, ça joue un point, ça va être compliqué. Forcément, un point suffisait pour cette équipe de la Team Lyra qui remporte cette partie
de 7-1 grâce à Aline Larsen. Elle nous a émerveillé avec ses tirs désaxés, ses tirs de loin. Là, c'est tout en toucher qu'elle vient lober Lali Brouillet et permettre à la Team Lyra de s'imposer. On a presque envie de dire victoire anecdotique. Et ce qu'on retiendra, Eric, eh bien, c'est le bon comportement de nos Françaises face à cette équipe Team Lyra constituée des meilleures joueuses de la discipline. Ouais, complètement. C'est ce qu'on attendait de nos filles, qu'elles jouent avec un peu d'audace, avec un peu de liberté dans l'envie de jouer et surtout avec beaucoup de plaisir. Et je pense qu'elles sont fières d'elles et on l'est avec elles. Elles ont donné du spectacle, elles ont donné du fil à retordre aux meilleures joueuses de la planète. Il y a encore 2 équipes de meilleures joueuses de la planète, hein. Donc l'affaire est pas encore gagnée. Mais clairement, c'est aussi un contexte qui les aura fait grandir un tout petit peu, je pense. Et puis, elles ont le sourire aux lèvres, ce qui ne gâche rien. Le plaisir, il était aussi pour ma part d'être à ses côtés. Mon cher Eric, tu vas regarder, je pense, d'un œil avisé, éclairer la rencontre à suivre entre la team Draco et l'équipe de France des garçons là qui sont en train d'habiter là autour du terrain avec le fiston Horace Quintin qui va donc jouer avec l'équipe de France. Paul va être debout. Marion à côté et on va regarder notre même staff inversé face à la team Draco. Merci. Merci à Jocelyn, toi, merci on se Anne revoit TV. plus tard. Petite respiration et puis on se retrouve pour l'équipe de France des garçons dans une poignée de minutes. À tout de suite. On a gagné un 7, tu vois. 7, 27. Eh, viens pas longtemps qu'on en fasse un. C'est beau là. On va dire un petit mot avec Lali Brouillet numéro 14. Bon, Lali, on y a cru dans cette séance de shoot-out. Il y avait 6-0, il y a eu un retour à 6-4. Bon, qu'est-ce que tu as ressenti, toi? C'est vrai que bon, aujourd'hui, les conditions météorologiques sont pas au top, hein, il pleut un petit peu, il y a de la pluie. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Je sais pas, dans les appuis, dans la prise en main du ballon, ça peut changer des choses ou pas? Oui, forcément, surtout pour les attaquants. Salle réathlétisation, il y a des barres et des bananes, des je pense. Donc moi, je défends, je m'en fiche. J'ai envie de dire, moi, le ballon, je l'attrape pas, mais pour les attaquants, c'est sûr que c'est un problème pour tous les kung-fu, les 3-6, tenir le ballon. Mais bon, faut savoir jouer sous ces conditions aussi, parce que malheureusement, ça fait partie du jeu. Lali, est-ce que tu es quand même contente du jeu que vous avez proposé? Contente aussi, j'imagine, de jouer ici en France à Créteil, juste en face de la maison du handball. Ça signifie quand même beaucoup pour l'équipe de France et pour le développement de ce sport, de cette pratique dans le pays en tout cas. Bien sûr, on voit que le handball, le beach handball avance, des places de plus en plus importantes. Donc non, cet événement, c'est cool d'avoir les meilleures joueuses du monde, de pouvoir se confronter à ce niveau-là. C'est cool pour le beach handball français, que ça soit ici. C'est bien, ça avance. Donc on est contente. Eh ben, je vais pas t'embêter plus longtemps. Je vais te laisser aller te sécher, Lali. Merci beaucoup. On se retrouve à 19h pour le deuxième match de la journée pour vous, l'équipe de France féminine. Merci beaucoup à Lali Brouillet. Et on va accueillir maintenant, ils sont déjà, hein, d'ailleurs, on les accueille pas, ils sont déjà sur le terrain, les garçons de l'équipe de France qui vont jouer dans quelques minutes, hein. Ça va arriver très vite, hein. Les matchs vont s'enchaîner aujourd'hui. Ils vont jouer dès 16h. Ce sera face à la team Draco, donc pour leur entrée en lice